Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch. Il y a comme un parfum de playoff, Flo, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si chez toi, dans ta belle Belgique, ça commence à sentir fort la post-saison. Ici, on s'en approche quand même vachement avec un sprint final. Alors, on va pas survendre le sprint final, il est pas haletant en saison régulière. Les places sont plutôt verrouillées pour la plupart, sauf en ce qui concerne certaines places de, du top 8 dont on va parler tout à l'heure avec des équipes qui nous intéressent particulièrement, Flo. Est-ce que toi, tu sens ce fameux parfum de playoff chez toi? Bah oui, bah, de toute façon, c'est la dernière semaine, hein. Je pense Ouais, que les derniers matchs, c'est vendredi, si je me trompe pas. ouais. Donc oui, là, le prochain brunch, on sera déjà en playoff, ou on sera en train de préfacer les playoffs. On verra un Ouais. peu comment tout ça se passe. Mais ouais, au niveau de la lutte, les places sont plus ou moins verrouillées. Il y a encore des petites luttes, mais c'est à chaque fois des petits duos Ouais. se bataillent des places par-ci par-là. Il y a la lutte pour la dernière place, la huitième place, dont j'ai l'impression que personne ne veut vraiment. Personne n'a envie de se prendre un sweep par New York, en fait, c'est ça le. Oui, et puis on sait bien qu'il y a encore une très grosse draft derrière. C'est globalement toutes des équipes qui sont en reconstruction. Enfin, la seule équipe qui peut-être aurait tendance à le vouloir ne le fait pas, Atlanta, pour ne pas les citer. Donc voilà, il y a cette place-là, on va avoir l'occasion Ouais. d'en reparler, mais sinon, ouais, clairement, ça sont les playoffs, on a encore quelques grosses journées. Du coup, c'est le moment où le calendrier devient un peu spécial aussi. Ouais, aujourd'hui, Euh, là, ce cette, dimanche, il y a beaucoup de matchs, hein, si je dis pas de bêtises. ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs. Il y a une belle affiche d'ailleurs ce soir, je pense, à 9h pour nous. Cette nuit, il n'y en avait pas. La nuit d'avant, il y en avait 5, quasi tous à la Ouais. même heure. Donc, c'est un peu particulier, mais bon, là, on arrive à la fin et aux choses sérieuses. Tout à fait. Et donc c'est l'occasion de faire un petit point, un petit rappel sur le classement comme on le fait habituellement. Les équipes de tête, elles carburent quand même, elles sont sur de belles séries. New York qui caracole en tête avec 5 victoires de suite, suivi par Minnesota. 5 victoires de suite aussi pour les Lynx qui continuent de faire leur bonhomme de chemin tranquillement, suivi par le Connecticut Sun, 3 victoires de suite. 2 victoires de suite ensuite à la quatrième place pour les Las Vegas Aces qui raccrocheront pas le trio de tête, hein, mais qui au moins devraient pouvoir avoir l'avantage du terrain au premier tour. 3 victoires de suite aussi pour le Storm qui est cinquième, qui peut encore espérer déloger les Aces parce qu'il n'y a qu'une victoire de retard pour le Storm. Derrière, il y a un trou, hein, Indiana et Phoenix. Indiana 6e, Phoenix 7e qui finiront sans doute à ces places-là. Puisque les deux restent sur des séries de 2 et 3 défaites de suite. Et puis reste donc la course à la 8e place, dont on va discuter maintenant, Flo. Je pense qu'on peut embrayer déjà là-dessus. Parce que Flo, à 3 matchs de la fin, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais pas sans trop y croire, mais quand même, voilà, on sentait qu'il se passait quelque chose, mais là, c'est en train de se confirmer. Les Washington Mystics sont virtuellement 8e. Même bilan que Chicago, mais 3 victoires sur 4 contre le Sky, et donc un différentiel, une différence particulière qui est favorable. 7e victoire en 10 matchs et un succès à Atlanta, 72-69. 20 points de Britney Sykes, 13 points de Steph Dolson, 9,8 rebonds pour Sika Kone. Julie Van Loo, seulement 3 points de passe, mais le meilleur plus-minus du match avec plus 13. Flo, je te redemande, ça sent bon les playoffs en fait. Mais ouais, c'est un peu bizarre. En fait, quand on a fait le brunch la semaine passée, clairement, Washington était l'équipe la plus en forme de toutes ces équipes-là, mais je pense que Washington était encore 10e, si je me trompe pas. Absolument. C'est Chicago qui était encore en place, avec une petite avance. Après Chicago, on a bien vu que la dynamique, elle était foirée, encore plus avec la fin de saison d'Angel Reese. Là, à Mm. Chicago, il se passe plus rien. Donc, la chute de Chicago, c'est un peu acté. Par contre, c'est Atlanta qui a pas su saisir l'opportunité. Alors, rien n'est fait parce que le prochain match, c'est de nouveau un Washington-Atlanta. Donc, Mhm. ça doit encore se jouer. Mais par contre, c'est clair que Washington, c'est 7 victoires sur les 10 derniers matchs, 2 victoires d'affilée. Alors qu'à l'inverse, Atlanta, c'est 8 défaites sur les 10 derniers matchs, 3 défaites d'affilée. Donc les dynamiques sont un peu opposées entre Ce ces qui est deux fou, équipes, quoi. c'est que là, Atlanta avait l'occasion, enfin à domicile, un match comme ça, quand même important, il y avait l'occasion de gagner. On sait qu'il y a les deux matchs de suite, là, le prochain match c'est encore Washington-Atlanta, cette fois à Washington. C'est fou qu'Atlanta ait pas réussi, on dirait presque que le Dream a pas envie d'aller en playoff et qu'à contrario, les Mystics sont en train de renverser Mais la situation. Ouais. pour paraphraser la Miji, c'est qui ont fait un petit coucou par-delà les kilomètres.
il le dit régulièrement, en fait, de toute façon, toutes ces équipes-là, Washington, Chicago, Atlanta, et même du coup encore plus Dallas et Los Angeles, sont des équipes qui ne maîtrisent rien, en fait. Donc, on voit, et on le voit bien, même Washington qui a une bonne dynamique et qui, voilà, où ça se passe quand même un peu mieux, il y a un peu des joueuses d'expérience et tout, mais Atlanta aussi. Mais et pas une équipe qui est non plus tant que ça en maîtrise. On aimait bien rigoler en début de saison en disant non, mais elles tankent, qu'elles font exprès. Alors oui, je pense qu'il n'y avait pas une course effrénée à la victoire. Après, je pense qu'il y avait beaucoup de défaites où non, juste l'équipe perdait parce qu'elle devait perdre, quoi. Donc ouais, mais je pense que le retour de Britney Sykes, il fait un bien fou. Je pense que tu as 2-3 stats à ce propos-là depuis le retour des JO. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut peut-être rappeler que Washington a commencé par un 0-13, un 0-12. Ils ont gagné au 13e match, c'est ça. Donc c'est pas la pire série de l'histoire de la WNBA, mais ça doit être la 3e ou 4e pire série, je pense. Ouais, c'est ça. Pour débuter une saison. Donc bon voilà, il suffit de faire le calcul. Si on démarre par 0-12, ça veut dire que depuis l'équipe a un bilan à l'équilibre et plus qu'à l'équilibre. C'est une saison. Ce qu'est en train de faire Washington, c'est pour ça qu'on en parle, c'est historique. C'est-à-dire que si les Mystics vont en playoff, il n'y a jamais une équipe qui a commencé en 0-12 qui allait en playoff derrière. Même si on étend à la NBA, sur une saison évidemment bien plus longue, du double, hein, il n'y a qu'une seule équipe en 96-97, les Suns. On a regardé ça ensemble avant de commencer. Les Suns avaient commencé sur un 0-13, hein, c'est ça ? Et voilà. Et c'était finalement retrouvé en playoff à la fin avec un bilan positif, c'est ça, 42-40 ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Non, il n'est pas positif. 40-42, voilà, mais ils avaient fini 4e de la division Pacifique à l'époque, ouais. Et donc ils avaient quand même été en playoff. Mais c'est l'époque de la première année de Steve Nash, Jason Kidd tout jeune, et puis des vieux Kevin Johnson. Il y avait Cédric Ceballos, enfin ça rappellera des souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Robert Horry et Sigrid, Michael Finlay dans cette équipe aussi. Enfin voilà, donc mais sur une saison NBA, on peut, enfin, c'est incroyable hein, ce que les Suns ont réussi à l'époque, mais il y a le temps de se refaire entre guillemets. Là, en perdant 12 matchs. Et une équipe, donc les Mystics n'étaient déjà pas non plus attendus forcément en playoff, donc c'est pas comme si il y avait une pelletée de stars et qu'on savait que ça allait tourner un moment. Là, c'est-à-dire que c'est vraiment historique, il n'y a jamais une équipe qui a fait ça. Et la pause des playoffs dont tu parlais tout à l'heure, elle a vraiment tout changé pour les Mystics parce que depuis, c'est une autre équipe. Il y a une défense qui s'est installée, un espèce d'esprit défensif. Avant le break des playoffs, les Mystics concédaient 84 points par match. Ils en concèdent plus que 75 depuis sur les 9 derniers matchs. Et au niveau du pourcentage des adversaires, 44,3. C'est le meilleur pourcentage de toute la ligue depuis le retour des Jeux Olympiques. C'est tout simplement historique. Et le petit clin d'œil qui est intéressant, qui est marrant, c'est que la première victoire de la saison pour les Mystics était survenue à Atlanta contre l'équipe qui est justement en train de couler face à ces Mystics à distance. Est-ce que toi, par rapport à quand on en parlait en début de saison des Mystics, bon, il n'y avait pas trop de pression, on se disait c'est bien, vaut mieux tanker, c'est acté, il n'y a pas de problème, tu développes les jeunes. Comment tu analyses l'espèce de changement qu'il y a eu d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tourne comme ça? Faut quand même pas oublier qu'on a commencé avec pas mal de blessures. Oui. Britney Sykes et Shakira Austin, même si pour le coup Shakira Austin elle a très peu joué de la saison, elle est toujours blessée. C'est une équipe qui est en reconstruction et qui à la fois pour le moment a pas encore vraiment son noyau jeune. Enfin, c'est-à-dire que tu as Shakira Austin, tu as Alia Edwards qui sont un peu tes premières pièces, mais Julie Van Loo, c'est pas une rookie, elle doit avoir, je sais plus si elle a 29 ou 31, mais enfin voilà, c'est une joueuse plus qu'expérimentée. Britney Sykes, Ariel Atkins, c'est de l'expérience. Steph Dolson, c'est toutes des joueuses qui ont soit été déjà fortes, soit déjà été championnes, ou les deux. Donc même s'il manque cette première option, cette star, c'est quand même une équipe qui valait nettement mieux que le 0-12 de début de saison, ça c'était clair. Maintenant, le problème, c'est que tu viens de redémarrer une reconstruction. L'intersaison, elle était un peu particulière. Tu as perdu Tasha Cloud. Il y a l'histoire autour d'Elena Deldon. On ne sait toujours pas trop comment c'est résolu, comment ça va se résoudre. Enfin, voilà. Entre-temps, on a tradé Maïcha aussi. Donc, c'est bien la preuve que l'équipe, elle vise vraiment le futur. Et je trouvais que le début de saison où on enchaînait les défaites, avec parfois on se demandait s'il le faisait pas exprès parce que t'avais une équipe qui jouait super bien et puis tout d'un coup t'avais un 5 qui était mis sur le terrain
avec vraiment la seconde unit de chez seconde unit, quoi, où t'as plus personne qui sait mettre un panier, où on faisait des 5 avec à la fois Chatori, Carly Samuelson, Emily Hengsler, enfin toutes des joueuses intéressantes, mais qui sont normalement toutes des joueuses de complément. Et là, tout d'un coup, en 3 minutes, l'équipe plongeait, le match était plié. Et donc, je trouvais moi, que c'était un peu une masterclass de tanking qui était faite par Eric Thibault. Et du coup, là, je sais pas comment me positionner par rapport à ça, parce que je trouve que l'équipe a bien travaillé toute la saison. Même quand ça perdait, ça jouait bien. Et ce qui aurait été vraiment le clou du spectacle, c'était quand même d'aller chercher ce gros pic à la loterie. Alors je pense que ce qui les a peut-être décidé, c'est qu'on a le pic d'Atlanta, donc on savait bien à partir du moment où Phoenix et Indiana étaient en playoff que quoi qu'il arrive, on avait un des deux. On avait Atlanta, on avait le nôtre, on avait celui d'Atlanta. Que Los Angeles était plus vraiment rattrapable pour avoir vraiment les probabilités d'aller chercher le pick 1, parce que bon, il y a quand même, au niveau de cette draft, même s'il y a des énormes joueuses, je pense un gros gap entre Paige Bakers et le reste. Et donc peut-être qu'ils se sont dit, bon ben voilà, de toute façon, le first pick, en tout cas en termes de probabilité, on verra à la loterie, mais ça a l'air quand même compliqué, donc jouons le coup. Et donc jouons le coup, et si en plus tu récupères Britney Sykes après la pause olympique, tout d'un coup tu es une équipe qui vaut quand même mieux qu'une 10e ou 11e place. Pour moi, le scénario qui est un peu dommage, mais ça de toute façon on n'y peut rien non plus, c'est que Chicago fait pas les playoffs. Parce que si en Chicago ne faisant pas les playoffs, nous recule encore d'une place dans la draft. En plus, Dallas les fait pas non plus, et donc de toute façon il y a le swap entre Chicago et Dallas. Donc bon voilà, au niveau de la loterie, je pense qu'on est un peu perdant dans l'histoire. On aura quand même un pic qui sera soit le nôtre, soit celui d'Atlanta, toujours pareil, qui sera en plus à peu près le même, parce que l'année passée on avait le même bilan, je pense. Donc quoi qu'il arrive, ça change pas grand chose. Et donc voilà, à partir du moment où l'équipe peut jouer mieux, allons-y et donnons-leur. Enfin, je veux dire, on va faire prendre de l'expérience sur une série de playoffs à Aliyah Edwards, à ces joueuses-là. Bon, je sais pas si elle sera de retour, Shakira Austin, on verra. Mais voilà, donner un peu d'expérience. Emily Hengsler aussi, qui a l'air de plus en plus être présente dans le projet, qui sur les dernières semaines là, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Super intéressante, ouais. Julie Van Loo, je sais pas si elle est dans les projets de l'équipe à long terme, mais pareil, elle va prendre une série de playoffs, une expérience. En plus, je pense que face à New York, je pense qu'on a aucune chance, mais par contre, elle va pas baisser les yeux, quoi. Britney Sykes non plus, tu vois, ça peut être marrant, quoi. Donc, ouais, je sais pas comment me positionner. Je pense que j'aurais prévu faire un bon gros tanking, j'aurais préféré ça. Mais maintenant, si on va faire les playoffs, il y a une petite fierté de voir quand même l'équipe jouer comme ça et se dire non, nous on est vraiment pas taillé pour le tanking. Même quand on veut tanker de base, il y a trop de fondations. Mais je pense que Washington et Mike Thibault, et donc par extension Eric Thibault, c'est un peu le même genre de mentalité que Cheryl Reeve, tu vois. Ouais. Ça travaille, et tant pis si on peut pas pique, c'est pas grave. Nous, on est là pour gagner, et même si ça prend plus de temps, on le fera comme ça, quoi. Surtout que Mike Thibault a déjà montré qu'il n'était pas frileux avec les trades de piques et de joueuses et tout ça. Donc, il peut encore se passer des choses au niveau de la draft et des échanges à venir. Hein. Ça, c'est bon. J'imagine que personne de sensé ne tradera le first pick la saison prochaine. Mais bon, ça peut arriver, on sait jamais. Hein. Et normalement, il reste plus trop de gens incompétents plus trop, hein, il en reste encore, mais dans les front office. Dans les front office, ça va mieux. Il reste Dallas à plumer, quoi. Les autres, ça travaille bien. Il reste Dallas à plumer. C'est une très bonne transition, Flo, parce qu'on voulait parler de Dallas aussi. On voulait parler des Dallas Wings. Alors, heureusement, je dis c'est pas là, parce que comme ça va lui éviter de faire de trop s'exciter, de trop s'énerver, lui qui est si calme et posé. Voilà, c'est l'équipe qui suit quand même pas mal depuis ces dernières années, et une équipe qu'on aime bien, parce qu'il y a eu des joueuses qu'on aime bien qui y sont passées, des coachs qu'on aime bien qui y sont passés. Dallas, c'est assez au niveau de l'avancement du projet, il n'y a pas d'autre chose à dire malheureusement que de la déception, et c'est catastrophique tout simplement parce que Dallas est officiellement éliminé de la course au playoff. Dallas a fait une saison compliquée dans un premier temps avec des blessures, notamment celle de Satou Sabali qui n'a pas facilité les choses, mais ce projet est en grand péril. On ne sait pas ce qui va se passer la saison prochaine. Satou Sabali est en fin de contrat, donc on peut s'attendre à quelque chose de contrariant peut-être pour les Wings, parce on en parlait ensemble tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui l'inciterait à rester. Ok, il y a la fidélité, tout ça, mais peut-être qu'elle se sent bien à Dallas, pas de problème avec ça, mais ça semble compliqué. Elle n'a pas eu beaucoup de garanties sportives pour lui assurer que le projet allait la mener jusqu'en playoff ou jusqu'à un moment la course au titre un jour.
Ben oui, c'est compliqué. Parce que dans l'absolu, on peut se dire, bon, ben voilà, on n'arrête pas de parler du fait que la draft, bon, même au-delà de Paige Bakers, il y a quand même encore des joueuses derrière hyper Mhm. qualitatives. C'est quand même la 2025 va être une très grosse draft. Donc on pourrait se dire, bah, bon, voilà, Dallas se plante. Mais Dallas, c'était dans une optique où ça fait quand même quelques années que ça gagne pas. Là, tout d'un coup, il y avait une dynamique vraiment positive. L'année passée, Dallas finit quatrième quand même. Mhm. Euh, avec un gros effectif quand même. Et là, cette année-ci, c'est catastrophique parce que ça n'allait pas au début. Il y avait un peu cette excuse de se dire bon, ben, Satou n'est pas là. Satou, qui il y a 2 ans était vraiment devenue la joueuse majeure de l'effectif, peut-être devant Arike Ogunbowale d'ailleurs. Et sauf que le retour de Satou, et Satou est revenu en forme. Enfin, on a vu au JO qu'elle était en forme, Satou. Je pense que, enfin, bon, avec l'équipe belge, je suis bien placé pour le dire et l'avoir vu. Et d'ailleurs, Satou a fait des bons matchs depuis son retour, mais en fait, collectivement, ça change rien. Euh, L'équipe joue, c'est vraiment compliqué. Euh, on va pas le répéter une énième fois, mais quand on voit ce que fait l'équipe, qu'on repense à ce que faisait Vicky Johnson avec un effectif infiniment inférieur, on peut pas s'empêcher d'avoir des regrets, mais voilà, c'est comme ça. Euh, mais oui, est-ce que le projet Dallas peut survivre à un épisode comme ça? Bon, en soi, Harry Kane est toujours sous contrat, mais attention, l'année prochaine, c'est sa dernière saison aussi, Mhm. donc ça veut dire que l'année prochaine, il faut la convaincre très vite que ça va mieux, parce que sinon, enfin, je vois pas spécialement les attaches que Harry Kane peut avoir avec Dallas aussi, on sait jamais, mais voilà. Natasha Howard, elle est free agent, tu la gardes pas, c'est pas la joueuse qui a toujours été, qui a semblé le mieux fit avec l'effectif, mais bon, ça reste une joueuse hyper intéressante. Mais voilà, mais par contre, Satou, elle est free agent aussi. Elle l'était déjà l'année passée, mais elle avait signé juste 1 an. Alors on pouvait se dire que c'était pour profiter de la probable hausse de salaire avec le CBA qui doit être renégocié, mais c'est même pas sûr. C'est surtout qu'elle était agent libre restreinte l'année passée, donc de Mhm. toute façon, Dallas se serait très probablement aligné sur toutes les offres. Du coup, Dallas lui a proposé directement une offre quasi au max, elle l'a accepté. Mais cette année, je veux dire, qu'est-ce qui ferait que. Enfin, moi, je la vois pas rester personnellement. Je suis pas à sa place, je sais pas quels sont les liens qu'elle peut avoir là-bas avec la franchise, mais je suis pas sûr que le front office l'ait spécialement plus chouchouté que ça, même si elle a un bon contrat. Euh, Elle a pas d'attache avec le Texas plus que ça, à part le fait qu'elle est allemande et que Dirk Nowitzki a fait son histoire dans la même ville. Mais je veux dire, à part ça, voilà, je la vois beaucoup plus, je sais pas, se faire attirer par exemple par les Valkyries avec le lien avec ben, Steph Curry et donc le lien Sabrina Ionescu Oregon Mhm. ou même dans n'importe quelle autre ville, je sais pas, on sait pas ce qui peut se passer à New York, une des stars qui s'en va ou n'importe quelle équipe en fait. Elle va être demandée. Je veux dire, l'année dernière, c'est devenu une des meilleures joueuses de la ligue assez clairement. Et même là, dans une saison médiocre, elle fait encore des belles performances. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est la fin de. Enfin, là, les Wings ont trop mal manœuvré ces derniers mois, voire ces dernières saisons. La saison dernière était intéressante, mais c'était peut-être un peu l'arbre qui a caché la forêt. Et derrière, ça a pas survécu à l'absence de Satou. Et on a vu les limites, je pense, hein, en tant que coach de Latricia Trammell. Et ça, Ouais. je sais pas si, enfin, je serais très étonné qu'elle reste. Enfin, ce serait nier le fait qu'elle a eu des difficultés quand l'équipe était en difficulté, parce que c'est aussi ça le propre des coachs, des meilleurs coachs de cette ligue, c'est que même quand la situation est difficile, quand il manque des joueuses, voilà, quand le projet n'est pas forcément là où il devrait être, on voit quand même des choses là. Bah, à part qu'elle est sympa pour les médias et que les joueuses l'aiment plutôt bien parce que c'est une players coach, je trouve que c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Et le front office n'a pas trop changé non plus ces dernières années. Alors, il y a eu un vœu de confiance envers Satou à un moment. Ça, on l'a su quand il y avait encore Vicky Johnson, qui n'était pas contre trader Satou pardon, à un moment, parce que Satou était souvent blessée, parce que elle avait du mal, elle n'était pas encore la joueuse qu'elle est aujourd'hui, et le front office avait interféré pour dire qu'il voulait absolument garder Satou. Donc là, au niveau de la confiance, peut-être que ça peut jouer, elle peut se dire, bon, c'est une équipe qui a cru en moi, je vais être la star de l'équipe, mais sur les ambitions
au niveau du palmarès, les ambitions collectives, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle reste à Dallas s'il y a une offre à un salaire similaire ou plus excitante en termes de challenge sportif. Ouais, tout à fait. Ben, de toute façon, il y a. Enfin, je pense que le front office, c'est un des soucis de cette équipe, même s'il y a des choses qui ont été bien faites par le passé, il y a des choix qui ont été un peu catastrophiques aussi. Enfin, de notre point de vue, encore une fois, on donne que notre avis. Mais ouais, je trouve qu'il y a un peu il y a un défaut de culture dans cette équipe. Allez, quand on voit ici récemment, Harry a battu le record de points marqués dans la franchise de Diana Nolan, je pense. Ils ont arrêté en plein match pour fêter ça, dans un match où Dallas était en train de se prendre une pile, et tout le monde est tout sourire en disant ouais, c'est super, c'est génial. Enfin, c'est pas grave en soi, le record c'est super, parce qu'en plus Diana Nolan, c'est pas n'importe qui. Ouais. Pour une fois, Dallas reconnaît son héritage de Détroit, donc ça c'est pas si mal que ça non plus. Mais je sais pas, c'est bizarre. On a l'impression que tout le monde perd et tu vois, il y a des dynamiques comme ça qui sont parfois difficiles à enrayer. On a déjà vu ça en NBA aussi. On a eu peur de ça à Indiana pendant un certain temps aussi. Euh, et ouais, quand on se dit ça, on se dit mais enfin, il y a personne que ça dérange en fait d'avoir une équipe qui vaut mieux que la 11e place quand même. Enfin, t'as Rico Gunboale, une des plus grosses incendiaires de la ligue, Natasha Howard, qui est une des joueuses les plus polyvalentes défensivement. Tera McCohan, qui doit être la deuxième ou joueuse la plus grande de la ligue en taille, qui a un ancrage. Satou Sabali, calibre MVP, top 10 joueuse de la ligue. Enfin, c'est très bizarre de se dire, bon, ok, on est 11e, tout va bien. Oh, bravo à Riquet. Je sais pas, moi, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve ça un peu particulier. Et ouais, le front office, je pense que ça joue, hein, mine de rien. Je pense pas que c'est le front office qui a la plus grande culture de façon globale dans la manière de gérer les choses. Je trouve que c'est très lié à la stat, c'est très lié aux personnes. Enfin, on voit la sélection de Latricia Tramel, c'était vraiment presque dirigé par et pour les joueuses. Alors je dis pas que Vicky Johnson faisait tout parfaitement. D'ailleurs, je pense que sa gestion du cas Satou Sabali, c'est peut-être un des points négatifs qu'on peut lui reconnaître, parce que la suite a prouvé que Satou pouvait passer un cap. Je me demande si Satou n'a pas passé un cap aussi avec sa saison en Europe, qui je pense lui a amené un degré de professionnalisme de passer une saison au Fener avec Emma Messman, avec Brenna Stewart, qui sont des super pros. Donc voilà, on le saura jamais, c'est pas très grave, mais c'est sûr qu'au niveau du jeu et de là où va le projet, alors est-ce que le projet va vraiment exploser? Je sais pas, mais en tout cas c'est un gros coup de frein, un peu dommage quoi. Ouais, je suis un peu déçu au milieu de tout ça pour être dans le franco-français de voir Ouais, que Lou Lopez c'est vrai. Sénéchal n'a pas vraiment eu sa chance non plus. Au moment où la franchise avait du mal, peut-être essayer d'autres choses et on n'a pas vu d'autres choses. Lou continue d'avoir une, deux, trois, 4 minutes par-ci par-là, Ouais, avec peu d'opportunités de briller dans des matchs où c'est plié. En général, elle rentre pour le garbage time et bon, j'espère qu'elle aura peut-être une opportunité ailleurs dans une autre situation, ou alors si Dallas décide de repartir totalement de zéro avec un projet axé autour des jeunes. On sait que c'est aussi là-bas que Carla Leight a été draftée, et peut-être qu'elle démarrera sa carrière en WNBA à l'avenir, mais bon, voilà, ça c'est un autre facteur qui fait que j'ai été déçu de la saison de Dallas, mais il y aura un chantier, faut pas se mentir, là, à mon avis, pendant l'été, il va se passer des choses, que ce soit au niveau du coaching staff, du front office, il va peut-être finir par se passer quelque chose, et Dallas en a besoin, je pense. Ce serait dommage de pas changer quand ça va pas comme ça. Ouais. On voulait parler un petit peu aussi des derniers jours en WNBA, de ce qui s'est passé au niveau des records, parce que c'est une saison assez particulière en termes de records. Tout le monde sait que maintenant que A'ja Wilson a battu le record de points inscrits sur une saison, elle est en train de battre la meilleure moyenne de points de l'histoire sur une saison de Diana Taurasi. C'était 25 points, Taurasi, c'est ça? Ouais. Voilà, et A'ja Wilson en est à 27, et elle va très très probablement battre ce record-là de la moyenne aussi, parce que avec le petit calcul que tu avais effectué juste avant, il faudrait qu'elle... Ouais, elle doit mettre 7 points et demi, 8 points par match, un truc du genre, pour être sur les 4 matchs qui restent. Ce qui est totalement dans les cordes d'A'ja Wilson. C'est un euphémisme. Et il y a d'autres records qui ont été battus aussi, en plus de ce record de points sur une saison. Caitlin Clark, l'autre jour, a battu le record du nombre de passes décisives réalisées sur une saison lors du match contre les Aces. Elle a dépassé Alyssa Thomas, qui avait établi la marque de 316 assists la saison dernière. Lors de ce match, elle en est maintenant à 321.
Il y a eu juste un peu avant, on en a parlé la semaine dernière, le record de rebond sur une saison réalisé par Angel Reese, qui a la meilleure moyenne. Elle a toujours la meilleure moyenne, on est d'accord, de rebond sur la saison aussi. Enfin, voilà, c'est tout ça pour dire que c'était une saison un peu particulière. Ça fait quelques saisons déjà qu'on est passé au format à 40 matchs. C'est la deuxième ou troisième saison, je me perds un peu dans la chronologie. Euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer ce regain de record au-delà du nombre de matchs? Parce que Angel Reese avait battu son record de rebond avant d'atteindre un nombre de matchs supérieur à ce qui était disputé avant. Caitlin Clark, la saison n'est pas terminée, elle a battu le record de passes sur une saison. Et Jia Wilson, la saison n'est pas terminée, elle a battu le record de points. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est d'autres facteurs d'après toi? Je sais pas du tout. C'est intéressant. Ben, on en parlait juste avant, mais j'ai vite fait checker une ou deux stats pour voir un peu par rapport, entre autres surtout par rapport à la saison précédente, Mhm. parce que bon, les saisons d'avant, je pense que c'est la deuxième saison à 40 matchs, je suis pas sûr, mais enfin les saisons à 40 matchs c'est assez récent, donc moi j'ai Ouais. pas trop regardé sur les totaux, c'est normal de finir par les battre, mais il y a déjà des records qui sont battus par rapport à la saison dernière. Euh, Quand on regarde, allez, j'ai regardé une ou deux choses, genre l'évolution de l'APS, l'évolution de certains pourcentages d'efficacité, voir si éventuellement les. Et je vois rien de spécial. Moi, ce que je pense, c'est que il y a un niveau global de la ligue qui s'élève et que l'excellence appelle l'excellence. En fait, ça, une espèce de cercle vertueux. Il y avait une ligue qui était, je veux dire, la qualité de la ligue était déjà en explosion et en très bon. On avait déjà une ligue qui était excellente les saisons précédentes, dans lequel on est venu à jouer des joueuses, jeunes joueuses excellentes, Caitlin Clark, Angel Reese, même Cameron Brink, même si finalement ça s'est arrêté plus tôt, on a une C'est pour classe la de saison rookie. prochaine. Le record de contre, c'est pour l'année prochaine, vous inquiétez pas. Et on est venu ajouter des joueuses qui sont elles aussi une classe de draft excellente, qui du coup très vite se sont glissées dans l'excellence de la saison. On l'a vu, Mhm. ben Angel et Caitlin ont fait des records. Et je pense qu'elles-mêmes, tu vois, tu as une nouvelle génération qui arrive, ça booste aussi la génération actuelle, les Ja Wilson, les Nafisa Collier, enfin, je pense que ça devient une espèce d'émulation d'essayer de tous jouer le mieux possible. En fait, si ton adversaire est le meilleur possible, tu dois essayer d'être le meilleur possible. Et tu vois, tu as cette espèce de truc qui monte, qui monte, qui monte. Euh, et ça donne ça. Moi, je trouve que le jeu. Alors, je sais pas si. Enfin, l'expression n'a jamais été aussi bon. C'est pas tant pour décrédibiliser le passé plutôt que pour reconnaître que le niveau actuel et de ce qui est proposé individuellement, collectivement, tactiquement, suivant les équipes, est juste excellent. Et c'est hyper excitant pour le futur, et c'est excitant pour le présent et pour les playoffs qu'on va vivre, quoi, parce que là, on a vraiment, je pense, 5 gros contenders, plus une ou deux équipes qui, je pense, joueront leur chance et seront intéressantes à regarder. Et ça va nous donner, je l'espère, des playoffs hyper intéressants, au moins au niveau du jeu. Au niveau du résultat, j'ai un peu peur que New York soit bien au-dessus, mais encore que, on verra. Il y a des équipes qui n'ont peut-être pas fini de nous étonner, donc moi j'attends de voir si c'est une tendance qui se poursuit. Après, tous les records sont toujours faits pour être battus, Ouais. mais je pense que l'espèce de sentiment d'euphorie, allez, je veux dire les ratings de, de records d'audimat et compagnie sont en super hausse. Enfin, il y a une espèce d'élan. On sait qu'il va y avoir une expansion, donc la ligue va s'agrandir. Même si le CBA, le prochain CBA, il doit encore être en discussion, en négociation, ben, on sait bien ça va aller. Enfin, je veux dire, t'as jamais de problème pour négocier ton CBA quand tu sais bien que les sous sont là, quoi. L'argent, les droits télé ont été revus. Enfin, donc là, il va y avoir des discussions sur comment les répartir et comment chacun doit avoir sa part du gâteau. Mais le gâteau, il a grossi. Donc ça reste quand même des négociations où tu sais bien que ça devrait pas coincer si longtemps que ça. Donc je pense qu'il y a une euphorie ou en tout cas un élan positif et qui se ressent aussi dans les résultats, dans les records, dans le niveau de jeu. C'est normal. Tout à fait. Et à la table des négociations que tu évoquais pour le CBA, il y aura Cathy Engelbert, la commissioner de cette ligue,
qui a été dans l'actualité. Alors, elle a été pas mal dans l'actualité ces dernières années parce que c'est que bon, faut lui reconnaître le mérite d'avoir contribué depuis son arrivée au développement de la ligue. Il n'y a pas qu'elle, évidemment, les joueuses sont responsables, le syndicat, tout ça, tous les acteurs, toutes les actrices méritent d'être encensés pour ça. Cathy Engelbert, par contre, qui était dans l'actualité pour des choses un peu plus compliquées pour elle en tout cas. Si vous n'avez pas suivi, et on voulait en parler un peu, ces derniers jours, elle était alors sur le plateau de je ne sais plus quelle chaîne, et je m'en excuse, et il y a une question qui lui a été posée sur la rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese, et spécifiquement sur les abus qu'il y avait autour de ça, sur le fait que Angel Reese en particulier était victime de racisme, parce que c'est ce qu'elle avait dit elle-même, hein. Elle avait évoqué dans son podcast qu'elle subissait des attaques assez innommables. Et donc, ils lui ont demandé comment, en gros, comment lutter contre ça, comment gérer cette situation. Et Cathy, plutôt que de dire oui, c'est pas bien, il faut lutter contre le racisme, on va le faire, elle a fait une réponse qui, dans le contenu, n'est pas inintéressante, attention. Ce qu'elle a dit est intéressant, c'est ce qu'elle n'a pas dit qui est problématique. Et qui a fait provoquer une levée de bouclier. Elle a dit que la rivalité était très très bonne pour la WNBA, que les gens avaient besoin de ça, que ça lui rappelait même, et c'est ce que tu avais dit aussi Flo d'ailleurs, hein, tu avais parlé de moments charnières avec peut-être quelque chose de l'ordre de la période où Larry Bird et Magic Johnson se sont affrontés en NBA. Et par contre, elle a oublié de dire ah oui, au fait, c'est pas bien. On va lutter contre les abus qui sont scandaleux. Et du coup, les joueuses derrière, via le syndicat notamment, se sont élevés majoritairement contre cette intervention et pour dire les choses clairement, Cathy Engelbert était un peu dans la sauce ces derniers jours. Voilà. Ouais. Et tout ça pour dire qu'il y a eu enfin, après plusieurs jours d'atermoiement, une réponse de Cathy Engelbert. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose déjà sur la première partie, Flo, avant que je lise ce qu'elle dit. Ouais, je vais te laisser lire la réponse à sa dernière déclaration. Cathy Engelbert, elle est quand même fort critiquée côté joueuse et même côté médias US, je trouve, depuis presque 2-3 ans. De mon point de vue, je trouve ça parfois un peu injuste, même si je comprends que parfois on voudrait qu'elle aille plus vite. Je pense que c'est surtout ça, parce que moi j'ai commencé à suivre vraiment la ligue à fond sur la saison 2019, et j'avais commencé un petit peu en 2018. Rien que sur ces 5 années-là, et je pense que 2019 c'est vraiment le début du mieux pour la ligue, l'évolution elle est complètement incroyable, et je rappelle qu'en fait en 2019 c'est le moment où Cathy Engelbert arrive et devient commissionneur de la ligue. C'est d'ailleurs la première qui a ce statut de commissionneur. Avant on les appelait présidentes, et ce qui voulait bien dire le côté inféodé vraiment qu'elles avaient à la NBA, même si je pense que c'est toujours un peu le cas, mais voilà. Elle a quand même fait beaucoup de bonnes choses. Alors peut-être pas aussi vite que le voudraient les joueuses, peut-être que ça fait partie du jeu aussi, hein, que les joueuses réclament. Hein. Tu vois, c'est toujours un peu le côté aussi syndicat, patronat. Fatalement, si la relation est saine, t'as besoin que les deux se critiquent l'un l'autre pour trouver la juste balance et le juste milieu entre les deux. Mais c'est vrai que parfois il y a beaucoup de critiques comme si vraiment elle ne faisait rien, alors qu'il faut peut-être se rappeler où était la ligue avant elle. Mais je pense qu'il y a aussi tout cet aspect qui est très propre à l'Amérique, de l'Amérique blanche, l'Amérique noire, là où Cathy Engelbert, elle vient clairement plutôt de l'Amérique blanche, du milieu des affaires. PDG de Deloitte pendant des années, donc c'est ça. Tu étais déjà femme d'influence et de pouvoir pendant des années déjà avant d'arriver. C'est ça. Et donc je pense que sur tout l'aspect financier et tout ça, elle a fait beaucoup de choses, même si bon, elle était un peu critiquée, les voyages, mais je pense qu'elle essaie aussi de pérenniser ça pour éviter d'avoir tout d'un coup une bulle qui éclate dans 5 ans et que toutes les belles évolutions soient perdues. Mais par contre, du coup, elle est pas mal critiquée effectivement pour tous ces aspects qui sont parfois un peu difficiles à comprendre de notre point de vue européen en tout cas. Ouais. Effectivement de racisme, qui on le répète sont surtout le fait des fans, hein, encore une fois. Je dis pas qu'il y a jamais eu il y a peut-être déjà eu des joueuses blanches racistes dans la ligue. Je pense que très vite elles se font un peu mal voir. Mais par contre, oui, c'est clairement au niveau des fanbases et avec l'explosion des fanbases cette année-ci où il y a des abus et même nous à notre niveau, on a vu aussi des gens avoir des avis un peu catastrophiques par moment, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que suite à cette déclat ou à cette non-déclat, elle s'était fendue au départ d'un tweet pour repréciser un peu les choses, et ça n'avait pas semblé suffisant aux gens, et donc elle a refait une déclaration un peu plus officielle que tu vas pouvoir me donner. C'est ça, parce que son tweet c'était juste en gros le racisme n'a pas sa place, évidemment, hein, mais très court, hein, pas de...
Et derrière, ça a continué. Le syndicat, via Brianna Stewart notamment, a fait des communiqués pour dire ils étaient un peu déçus de l'intervention de la commissionneur. Tu as bien fait de le rappeler, c'est vrai que même auprès des joueuses, ça fait 2-3 ans que c'est parfois un peu tendu. D'ailleurs, c'est pour ça que les négociations lors du prochain CBA vont être intéressantes. Il lui avait été notamment reproché d'avoir. Enfin, il y a eu une enquête qui avait montré qu'elle avait financé en partie le candidat républicain conservateur de son État plutôt qu'un candidat démocrate, ce qui aurait plutôt plu aux joueuses, je pense. Mais ça, après, ce sont des choses d'ordre personnel. Et donc là, finalement, elle s'est quand même, elle est passée sur CNBC et elle a parlé plus en détail de cette intervention et de ce raté quelque part où elle a manqué l'occasion de rappeler que les valeurs de la Ligue, c'était de lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Et donc, ce que Cathy nous a dit, c'est on m'a posé une question sur les rivalités en WNBA et sur le côté sombre des réseaux sociaux concernant les abus d'ordre raciaux. Et ma question, j'ai raté l'occasion dans ma réponse et j'en suis désolé. Je regrette de ne pas avoir exprimé de manière claire et définitive, d'avoir condamné les discours de haine qui sont trop souvent dirigés contre les joueuses de WNBA sur les réseaux sociaux. J'aurais dû le dire directement et de façon et sans équivoque que les discours de haine étaient blessants. C'est un moment dont je vais tirer des leçons et que j'accueille avec humilité. Il n'y a absolument pas de place pour le racisme, la misogynie, l'homophobie et toutes les formes de haine en WNBA ou ailleurs. Et elle dit, je sais que beaucoup d'entre vous ont dû gérer ça depuis très longtemps, et j'aimerais qu'en tant que Ligue, on fasse notre part pour changer ça, pour changer un discours qui est trop souvent toxique et de nature abusive. L'ADN de la WNBA, c'est d'être dans l'action pour lutter contre ces injustices. C'est comme ça que nous avons travaillé depuis le début de notre histoire. Voilà ce qu'elle a dit en gros, Cathy. Ben oui, c'est bien. Je pense que dans ces questions-là, c'est toujours bien de montrer aussi, dans tous les domaines, en fait, c'est pas grave je sais pas si c'est pas changer d'avis, mais de montrer à un moment que t'as eu tort et de t'excuser et de revenir en arrière, en fait. Je trouve que parfois les gens ont un peu tendance à se braquer quand on les met face à leurs erreurs ou à leurs contradictions. Et donc, oui, c'est assez positif. Je pense que ça a été du premier abord plutôt bien reçu. Oui, il y a eu un autre communiqué via Brianna Stewart notamment. En gros, dans le communiqué, j'ai un peu senti attention, on te surveille, tu vois. Attention à ce que tu vas dire et faire. Oui. Après, encore une fois, on sait bien qu'il y a les prochaines négociations du CBA qui arrivent. Donc, je pense que pour le mois de novembre, l'association des joueuses doit se prononcer sur le fait de sortir du CBA actuel. Sinon, ils vont encore jusque 2027. Elles vont sortir, c'est évident. Ouais, je pense, oui. Mais je pense qu'au-delà de juste dire ouais, il y a plus d'argent, donc on veut en sortir, ça peut être une manière de dire aussi non, il y a trop de choses à rediscuter, vraiment. Tu vois, tu prépares un peu le terrain pour ce qui va arriver. Donc, bon, je pense que les relations sont peut-être pas aussi tendues qu'on veut le faire croire. Et d'un autre côté, ça fait partie du jeu d'avoir des joueuses qui ne doivent pas en permanence dire merci, merci, merci et qui veulent faire valoir leur pouvoir à ce niveau-là, quand on voit le pouvoir qu'ont les joueurs en NBA, qui est un pouvoir qu'ils ont pris petit à petit via diverses négociations de CBA, justement. C'est ça, voilà. C'est ce que visent les joueuses aussi, parce qu'elles ont été moteurs dans l'évolution de cette ligue, elles ont été moteurs dans les combats qui ont été menés notamment dans la bulle, où il faut le rappeler, la WNBA a été pionnière pour toutes les questions de lutte contre la discrimination, le mouvement Black Lives Matter, enfin... c'est en train aussi de devenir une ligue de joueuses et je pense qu'elles aimeraient que les acquis qui sont réels, qu'il y a eu lors du dernier CBA et qui ont été acquis de longues luttes, c'est-à-dire qu'elles partaient de zéro quasiment. Faut se rendre compte des conditions dans lesquelles elles jouaient, de financièrement ce que ça impliquait. Il y a de vraies évolutions, mais je pense qu'elles veulent à juste titre encore mieux et pas que sur le plan financier, sur le plan des conditions de travail et tout ça. Donc ça va être intéressant de suivre ça et je pense comme toi qu'elles vont sans doute sortir du CBA pour renégocier et que ça va bien se passer parce que la WNBA sait qu'avec les joueuses qu'il y a actuellement, il y a un vrai produit d'appel, un patrimoine déjà qui est exploitable et qui peut profiter à tout le monde tout simplement. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit une petite bêtise tantôt quand je parlais de la négociation de contrat de Satou Sabali. C'est pas l'année prochaine que les salaires pourraient exploser vu que le CBA, s'il est négocié, il sera négocié en 25 pour 26. Ouais. Donc les salaires, en théorie, devraient exploser, mais pour la saison 26. D'accord.
Très bien. Voilà pour ce point sur les tensions des derniers jours entre la WNBA et ses joueuses, mais qui vont probablement se régler via ça. On va se laisser là, Flo, pour cette semaine, pour ce Swish Brunch. On se retrouve. Est-ce qu'on se fait une petite émission jeudi? Est-ce qu'on essaye de faire. Parce qu'il Oui. y aura les playoffs. Dans tous les cas, on vous proposera du contenu pour les playoffs, vous inquiétez pas. Que ce soit sur De toute Twitch. façon, les previews de playoffs seront certainement à l'écrit, ça c'est certain. Mhm, À mon avis, on y sera proche, donc on commencera peut-être ça déjà en live, en mhm. live jeudi, et on en rediscutera au prochain brunch. Faut voir parce que du coup, on n'a pas encore le calendrier des playoffs. Ouais. Si on aura peut-être déjà un match le dimanche, parfois ça va vite, ça dépend un petit peu. Mais bon, voilà. Toujours est-il que ce soir, il y a un New York-Minnesota Mhm. à 21h si vous êtes en Europe de l'Ouest. Donc le premier contre le deuxième, match au sommet à une heure aussi clémente pour les Européens, je pense que c'est immanquable. Tout à fait. Et donc, il y a combien d'autres matchs, pardon, du coup? Parce que je te demande le calendrier en live, mais Bah, après, j'en il y sais en a plus. trois en même temps. Donc il y a Ouais. aussi un Dallas-Indiana à Ouais. 21h aussi et un Atlanta-Washington que je regarderai avec Le un œil fameux, oblique le fameux. à 21h. Et les trois autres matchs, parce qu'il y a 6 matchs cette nuit, sont à minuit avec Phoenix Mercury contre Chicago, Connecticut-Vegas, gros match aussi à Ouais. minuit également, et Los Angeles-Seattle. Donc toutes les équipes jouent cette nuit. Parfait, c'est noté. Vous avez le calendrier de la nuit pour les matchs. Nous, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour un brunch. Et sinon, avant, on vous tient évidemment au courant pour traiter de l'actu de la WNBA. Passez un bon dimanche et à très vite. Ciao.